Bien, cher Vincent, merci de nous accorder cet entretien. Donc malheureusement, tu ne peux pas être présent avec nous pour ce colloque. Donc je souhaitais qu'on puisse voir avec toi deux questions. La première, c'est peut-être comment dire je aujourd'hui, comment être sujet aujourd'hui dans un monde en crise. Et puis la seconde question, c'est quelle place aujourd'hui pour les émotions et surtout par rapport à la question des risques psychosociaux, comment peut-on accompagner cette question des émotions aujourd'hui? Et voilà, donc on serait heureux de t'entendre sur ces deux questions, mon cher Vincent. Ben, merci Christophe, et merci à Christine et à tous les organisateurs du colloque et à tous les participants. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là. C'est toujours plus gratifiant pour tout le monde d'être en présentiel, mais bon, pour une fois que le Zoom peut servir à quelque chose et à combler un manque, c'est une bonne chose. Écoute, cette thématique m'intéresse depuis longtemps. J'ai écrit un livre qui s'appelle Qui est je? Pour essayer justement de réfléchir à... C'était à partir d'une proposition de Richard Sennett, que vous connaissez sans doute, qui a écrit un livre sur les tyrannies de l'intimité, et qui dit, avec le développement de l'individualisme, le moi de chaque individu est devenu son principal fardeau. Ça veut dire quoi? J'avais abordé un peu par rapport à la lutte des places, c'est-à-dire l'idée que notre société renvoie à l'individu la responsabilité de son existence sociale. C'est d'ailleurs intéressant par rapport à la notion de sujet, qui est je. Moi, dans mes premières formations dans les années 60-70, quand on évoquait la question du sujet, on évoquait la question de la lutte des classes et le fait que la classe ouvrière était le sujet de l'histoire, c'est-à-dire avait une responsabilité pour changer la société. C'était l'analyse marxiste. Et que c'était donc collectivement que la classe ouvrière, en associant les individus, allait permettre de construire une société nouvelle, de changer les rapports de domination et de participer à l'émancipation du prolétariat, l'émancipation des dominés. Aujourd'hui, on a l'impression, quand je dis la lutte des places s'est substituée à la lutte des classes, c'est que la responsabilité du changement est renvoyée à l'individu, ce qui met l'individu effectivement dans une contradiction qui est qu'on lui demande d'être autonome, on exige de lui qu'il advienne comme sujet, comme si ça dépendait essentiellement de lui et non pas des conditions objectives, des conditions sociales, des conditions d'existence dans lesquelles il est. Et du coup, il est mis devant une injonction paradoxale. C'est pour ça que je développais avec Fabienne Annick l'idée d'une société paradoxante. Hein, que j'avais analysé dans les multinationales, c'est le paradoxe de l'autonomie contrôlée, ou j'exige que vous deveniez autonome. On voit bien le paradoxe qui est là, c'est-à-dire on renvoie la responsabilité de l'existence sociale de chacun à chaque individu, et on exige de lui qu'il devienne un individu autonome, responsable, créatif, productif, comme si ça dépendait essentiellement de lui, de son mérite individuel, de son talent, de pouvoir exister dans la société, et non des conditions objectives, de ses origines sociales, de son identité première, des supports, disait Robert Castel, dont il peut disposer pour pouvoir advenir comme sujet dans la société. Et je crois que ce paradoxe de l'exigence d'une autonomie qui est renvoyée à chaque individu produit cette charge psychique, cette fatigue, cet épuisement professionnel et d'une certaine façon la culpabilité de ne pas y arriver et la honte de ne pas être à la hauteur des aspirations sociales que chacun doit advenir comme un être qui peut accomplir son propre désir, accomplir sa propre destinée, comme si ça dépendait essentiellement de ses capacités
personnel. Bien, et donc cette surresponsabilisation de l'individu que tu évoques, tout à fait contemporaine, dans quelle mesure est-ce qu'elle nourrit la question des risques psychosociaux et comment, dans cette question de l'accompagnement des risques psychosociaux, peut-on ou pas, doit-on ou pas accompagner, prendre en compte la question des émotions et en quoi cette question des émotions peut-elle être le signe justement de cette surresponsabilisation d'individus et des apories dans lesquels ils se trouvent? Oui, je pense que effectivement, la souffrance au travail, elle est liée, on l'avait analysé avec Max Pagès dans l'emprise de l'organisation, puis avec Nicole Aubert dans le coût de l'excellence. C'est-à-dire cette exigence hein, d'être rentable, d'être productif, et surtout de ces nouvelles formes de management dans les entreprises, mais aussi à l'école ou ailleurs, hein, qui renvoient euh, cette nécessité de se dépasser en permanence pour remplir ses objectifs, pour être évalué positivement, met les individus dans des tensions très très fortes. J'aime bien prendre un exemple concret pour comprendre de quoi il s'agit. On le vit aussi comme chercheur à l'université, mais je l'avais analysé avec Nicole Aubert dans les multinationales. On vous donne une grille hein, d'évaluation des performances qui fonctionnent sur 5 registres. Le A, B, C, D, E. A, c'est clearly outstanding, clairement hors du commun. B, c'est above expectation, au-delà des attentes. C, c'est satisfaisant. D, c'est doit faire ses preuves. Et E, c'est insuffisant. Quand on est sélectionné, quand on veut être excellent, être un bon élève, réussir dans la société, hein, être insuffisant, c'est la honte. Et d'ailleurs, les managers qui ont fait les grandes écoles, qui sont battus, c'est comme Parcoursup, hein, pour être les meilleurs élèves, etc., bah, être insuffisant, bah, ils ne se présentent même pas parce que c'est trop la honte. Dès c'est doit faire ses preuves, ça va, on est jeune, on vient d'arriver, on ne connaît pas encore les règles du métier, donc on sait que ce n'est qu'un accident de parcours. C'est satisfaisant, mais satisfaisant, c'est moyen. Et moyen, c'est presque quelconque. On ne va pas se satisfaire d'être uniquement moyen. Donc, on ne se satisfait plus d'être satisfaisant. Donc, de faire bien son travail ne suffit plus. B, c'est on doit être au-delà des attentes. C'est-à-dire, on vous donne comme objectif 100, il faut faire 110 ou 120 ou 130. Et A, c'est clearly outstanding, c'est-à-dire clairement hors du commun. Et c'est ça, en fait, qu'on vous donne comme idéal. Hein, l'idéal d'excellence, c'est toujours d'être plus que l'ordinaire, extraordinaire, plus que le monde commun. Alors, il y a deux paradoxes dans cette histoire. Le premier paradoxe, c'est on voit bien comment ça fait éclater la société. Comment on peut créer une société si tout le monde, si on demande à tout le monde d'être hors du commun, ben, le monde commun n'existe plus. Et le deuxième paradoxe, c'est que ça met les gens en souffrance. Pourquoi ça met les gens en souffrance? Parce que, en fait, quand on vous donne 100 comme objectif et qu'on attend, qu'on attend de vous que vous alliez au-delà hein, des attentes, ça veut dire qu'on attend que vous fassiez 110 ou 120. Donc vous faites 110 et 120. Bah, au début, ça vous apporte des satisfactions et tout le monde est content. Sauf que l'année d'après, le 110, il devient 100. Et hein, à n plus 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois, hein, les objectifs que vous avez atteints, ils deviennent hein, ce qu'on vous demande d'atteindre l'année prochaine. Et donc à chaque fois, hein, vos objectifs augmentent alors que les moyens pour pouvoir réaliser ces objectifs sont toujours les mêmes. Et je dirais dans l'évaluation aussi, dans l'appel à projet, dans ces dispositifs, hein, ces outils managériaux sont faits pour vous pousser à être toujours performant, toujours plus. C'est ce que les managers eux-mêmes appellent l'exigence du toujours plus. Et donc cette exigence-là, elle nous met tous hein, une impasse totalement paradoxale, puisque la réussite conduit immanquablement à l'échec, puisque vous pouvez faire 110 la première année,
mais après c'est 130, 150, 160, 200% si vous prenez toujours à l'année première. Hein, mais comme c'est renouvelé chaque année, il y a une espèce de marché de dupes. Et du coup, la sensation, c'est que j'y arrive plus. Je suis plus à la hauteur. Et quand vous remplissez plus vos objectifs parce que vous êtes épuisé, qu'ils ont augmenté, mais que vous n'avez pas, hein, une capacité de performance infinie, vous vous en prenez à vous-même. Vous dites, bah, oui, je suis nul, je suis pas bon, mais c'est parce que je suis fatigué, mais c'est parce que j'ai eu ceci. C'est-à-dire, vous vous en prenez à vous-même au lieu de critiquer le système dans lequel vous êtes. Et moi, je l'ai vécu comme chercheur. Après avoir analysé ça, j'ai été très frappé par l'introduction, l'individualisation qui faisait qu'au lieu que la communauté des chercheurs se mobilise pour remettre en question le système, hein, dans lequel il était forcément perdant, ben c'est chacun pour soi qui se débrouille pour continuer à essayer de réussir quand même, etc. Et ça explique pour moi en particulier cette incapacité à développer des actions collectives aujourd'hui pour remettre en question ce que j'ai appelé la révolution managériale, enfin cette idéologie-là, hein, qui gère maintenant toutes les institutions qu'on voit à l'œuvre dans les hôpitaux, dans les universités, dans toutes les institutions publiques, qui sont en train à la fois détruire ce qui faisait la source, la richesse, hein, de cette idée du service public, et qui aujourd'hui, on voit, sont tous en crise. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important de faire des colloques comme celui-là pour essayer de réfléchir à ces paradoxes, hein, dans lesquels ça nous met et essayer de se dégager des paradoxes. Et pourquoi c'est bien de faire un colloque? Parce que ce que disait l'école de Palo Alto, Bateson, Václavic et les autres, c'est que face à une situation paradoxante, ben, la seule possibilité de s'en sortir, c'est la métacommunication, c'est-à-dire analyser le système qui nous met dans des injonctions paradoxales impossibles. Ah oui. Non, tu évoques donc très très bien la question de la montée de l'individualisme. Enfin, comment finalement l'organisation sociale euh, nous place dans cette concurrence effrénée les uns avec les autres, avec cette injonction à l'excellence là, hein, qui produit des effets dévastateurs. Alors, euh, j'aimerais t'entendre sur, finalement, on voit bien les dégâts que ça peut produire chez les individus et comment ça peut affecter très très fortement ces individus. Et par rapport à la question de l'émotion, tu dis souvent l'émotion c'est l'horloge de la subjectivité, et j'aimerais bien t'entendre à ce propos, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de cette émotion que traduisent les individus qui se trouvent dans ces situations paradoxantes, et comment accompagner cette émotion? C'est-à-dire, par exemple, dans une situation d'interaction, dans une situation de groupe, lorsque l'émotion survient, de quoi est-elle le signe et comment peut-on travailler avec ça? Et je crois que la sociologie clinique a quelques, quelques éléments à apporter à ce propos, il me semble. Oui, parce qu'on ne peut pas dissocier. Freud disait la prise de conscience ne suffit pas. Par rapport aux déterminants sociaux, j'en ai beaucoup parlé avec Pierre Bourdieu, il disait, j'ai longtemps été comme le jeune Freud, je pensais comme sociologue qu'il suffisait d'analyser ces phénomènes pour pouvoir s'en dégager. Et c'est ça qui m'a amené, moi, à prendre en compte, avec Max Pagès et d'autres, l'articulation entre le sujet réflexif qui pense avec sa tête, la prise de conscience, et le sujet de l'éprouver, c'est-à-dire hein, ce que Bourdieu appelle l'incorporation des habitudes, c'est-à-dire que dans un système organisationnel, on incorpore les exigences de l'organisation, elles ne sont pas seulement en extériorité. Et donc, effectivement, les émotions sont des baromètres qui montre que l'organisation est un système socio-psychique, c'est-à-dire à la fois qui est un système d'organisation, de gestion, avec des aménagements d'espace, des dispositifs, des règles, des normes, etc. Et en même temps, elle est intériorisée par des phénomènes d'identification, d'introjection, de projection, hein, qui relient le social et le psychique, qui relient l'extériorité et l'intériorité, qui relie l'objectivité et la subjectivité. Et donc, c'est là où les émotions sont vraiment des baromètres
qui permettent de mieux comprendre comment les individus sont pris dans des systèmes, sont pris de l'intérieur, à l'intérieur, dans leur mode de fonctionnement, dans leur intériorité, dans leur théâtre intérieur, dans leur imaginaire, mais aussi dans leurs sentiments et dans leurs émotions, par la violence, par le pouvoir, par la domination, par le fait, par exemple, l'intériorisation d'une exigence de réussite qui n'arrive pas à combler, et ça les met dans des états émotionnels très profonds de honte, d'envie, de haine, de colère, de tristesse, de peur. Et donc, si on veut travailler sur les risques psychosociaux, par exemple, si on prend ça dans l'univers du travail, il faut à la fois être sociologue, c'est-à-dire analyser ces déterminations de l'organisation vers l'individu, et psychologue, c'est-à-dire de montrer comment les processus psychiques sont pris dans ces exigences du système, dans le travail, etc. Alors, on a construit, enfin, j'ai construit avec d'autres et avec toi aussi, des outils comme le sociodrame émotionnel, par exemple, dans les groupes d'implication et de recherche. Et avec René Ballage, on vient de faire un livre sur le théâtre d'intervention socio-clinique, dans lequel j'analyse ce que j'ai appelé l'organidrame, c'est-à-dire un outil qui est justement fait pour essayer d'explorer, par exemple, dans la souffrance au travail, je l'utilise dans des organisations ou autres, c'est-à-dire les gens vont jouer des scènes qui les font souffrir, des scènes qui les mettent en conflit, qui les mettent en difficulté. On leur demande de jouer la scène. La seule consigne, c'est que celui qui amène la scène, donc du côté du vécu, ne joue pas son propre rôle. Et ces scènes permettent d'exprimer comment les rapports de domination, comment les tensions du travail sont vécues dans la quotidienneté de situations de travail que tout le monde rencontre, etc. C'est-à-dire que souvent la scène, elle est totalement singulière au sens où c'est une personne qui l'a amenée et c'est sa singularité, et en même temps elle fait écho au vécu de tout le monde, et c'est là la première chose intéressante, c'est de voir que quand on propose cet outil, tous les gens, quelle que soit leur trajectoire et quelle que soit leur place dans l'organisation, peuvent jouer tous les rôles, et peuvent jouer tous les rôles de façon magnifique, quoi, comme s'ils les connaissaient par cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a bien intériorisé le fonctionnement de l'ensemble de l'organisation et même de l'ensemble de la société, puisque chacun d'entre nous, quand on lui demande, il peut pratiquement jouer tous les rôles. Et donc, la deuxième chose intéressante, non seulement ils jouent les rôles, mais du coup, ils peuvent exprimer les émotions intérieures dans lesquelles ils sont quand ils ont cette place-là dans l'organisation, quand ils ont cette responsabilité. Et ce qui est très intéressant quand on utilise l'organigramme, c'est que la personne qui a amené la scène ne joue pas son propre rôle, mais joue souvent le rôle de celle ou de celui qu'elle estime comme étant responsable de sa souffrance, de ses difficultés, de ses hontes. Et quand il joue ce rôle-là, il se rend compte qu'il a ce personnage en lui, donc d'une certaine façon et que quand il est à cette place dans le théâtre, il a exactement les mêmes comportements dont il souffre par ailleurs dans la réalité, en accusant celui qui est au-dessus de lui, son manager, son cadre, ou en l'accusant d'être un harceleur et d'être la cause de sa souffrance. Et donc l'organigramme met en évidence que cette analyse comportementaliste de penser que si je vais pas bien, c'est parce que j'ai un chef qui me harcèle, se désamorce en quelque sorte, se dégage pour montrer que les comportements du harceleur comme du harcelé sont produits par leur place dans un système et les exigences liées à ce système d'évaluation, de production, de remplir ses objectifs, etc., et non pas par les personnes. Donc, ce n'est pas une explication à ce moment-là psychologique, c'est une explication socio-clinique. Et le deuxième effet, c'est effectivement qu'à ce moment-là, on se rend compte que les émotions, au lieu de les retenir pour soi, parce qu'on est dans la honte, on est dans la culpabilité, dans la peur et dans la tristesse, et qu'on n'ose pas pouvoir les extérioriser, elles sont au contraire des baromètres de la subjectivité, des horloges de la subjectivité, c'est-à-dire à la fois elles me permettent de mieux comprendre mon théâtre intérieur par rapport à ça,
de l'extérioriser et de comprendre que ce théâtre intérieur, il est lié à un théâtre social, au théâtre de l'organisation, à la société dans laquelle je suis. Et donc l'émotion à ce moment-là devient un analyseur des rapports de domination. Et donc au lieu d'être cantonné dans le registre de la subjectivité dont il ne faut pas parler au travail, au contraire, l'expression émotionnelle participe au dégagement par rapport à cette intériorisation des systèmes de pouvoir, de ces exigences. Et sur le moment, ça fait du bien, bon, mais ça ne suffit pas. Ça peut avoir un effet cathartique immédiat, mais faut pas en rester là. C'est que l'intérêt de cet outil-là, c'est qu'après, on va analyser les causes de ce mal-être intérieur émotionnel qu'on ressent dans l'éprouvé, et l'éprouvé va devenir un analyseur du fonctionnement des systèmes de pouvoir dans les organisations. Et donc, on va repasser de l'éprouvé, qui est là, dans les tripes, à essayer de repasser à la réflexivité, c'est-à-dire la capacité d'analyser la métacommunication, la capacité d'analyser les causes de mon mal-être. Et à ce moment-là, on ne va pas aller interroger le comportement des personnes, on va aller interroger le fonctionnement du système et les rapports de domination dans la société. Bon, bah écoute, je te remercie, Vincent. On voit très très bien combien ce qu'on pourrait penser comme étant l'expression d'une particularité très individuelle, l'émotion, en fait, est toujours liée à cette question aussi de la dimension sociale. Et je pense que tu as très très bien montré cette question. Voilà. Eh ben, merci à toi, Christophe, merci à vous tous, et je souhaite un beau colloque à tout le monde. Merci Vincent. En tout cas, un grand merci pour ton intervention, pour ces éclairages tout à fait importants pour ce colloque, je pense.